C'est dans le Moyen Poitou, comme l'appelaient depuis le XVIe siècle les protestants qui l'habitaient alors en majorité, que se déroule ma 8e randonnée, et plus précisément entre le Haut-Val de Sèvres et le Pays Mélois. La balade commence dès l'aube à la Motte Saint-Hérée, connue pour ses rosières. La 378e du nom y apparaîtra au balcon de l'hôtel de ville après son mariage le 31 août prochain. Ici, au Moulin-l'Abbé, moulin à blé dès le XVIIIe siècle, les meules se sont arrêtées de tourner en 1960. Aujourd'hui, c'est la maison de la Haute-Sèvre qui l'occupe pour documenter culturellement les visiteurs. Ce moulin est le point de rencontre entre la Sèvre niortaise et le ruisseau de Chambrilly que nous allons découvrir. Campons le décor. Il y a environ 2 millions d'années, à la suite d'un abaissement géologique au seuil du Poitou, le Graben de Saint-Mexon et son positif le Horst, 2 grandes failles, en marron sur cette illustration, sont apparues, bouleversant les reliefs et la géologie de ce pays. Cette évolution naturelle, au bord du plateau calcaire de la forêt domaniale de l'Hermitain, est à l'origine de la formation d'escarpements granitiques abrupts et de vallons, dont celui dit de Chambrilly. Depuis un belvédère facilement accessible aux randonneurs, s'offre un panorama sur ce vallon et révèle la minéralité du lieu. Regardez. Ici, les mystères plutoniens ont engendré une fable humaine. Le lieu est localement connu pour une légende des amours tragiques de 2 amants. Dans sa forme actuelle, elle nous raconte les amours entre la jolie et émouvante Berthe de Fonquéré et son jeune voisin Guy de Trémont. Ils se retrouvaient souvent au fond du vallon où coule ce ruisseau, bien en eau ce matin. Traversant des micas-schistes qui brillent au soleil, il reçut le nom de Chambrilly. Le châtelain, Amaury, partagé entre le désir de laisser sa fille, Berthe, vivre intensément son grand amour et les convenances sociales du moment, finit par accorder sa main à son ami, le vieux baron Tutebert de Chambrilly, qui l'épousa. Effondrés de douleur, les 2 amants finirent par se revoir la nuit. Les rendez-vous se multiplièrent, les amants prolongeant dangereusement leurs ébats jusqu'à l'aube. Soupçonneux, Tutebert les surprit une nuit, se jeta sur eux et les poignarda. Berthe de Chambrilly en fut clouée sur place et se pétrifia, devenant ce pinacle rocheux qui porte son nom désormais, la Dame de Chambrilly. Guy de Trémont, quant à lui, fut mortellement blessé. Les gouttes de son sang devinrent des petits grenats, charriés depuis ce temps par ce ruisseau qui a creusé la vallée et lui a donné le toponyme de vallée aux grenats. Quand je vous aurais dit que le grenat, cette pierre fine, se trouve au cœur des micas-schistes déjà évoqués, on voit comment une belle histoire s'inspire de son contexte minéralogique. Aujourd'hui, ce ruisseau marque la mémoire de Guy. Il rejoint celui de Chambrilly, là où la Dame de Chambrilly le contemple. Les 2 amants se retrouvent donc ainsi unis pour l'éternité.
Ma randonnée se poursuit en empruntant une ancienne voie ferrée qui longe le ruisseau de Chambréry et donne à voir un joli paysage minéral et végétal. Remontant sur le plateau, par-dessus la lisière de la forêt de l'Ermitain et ses 614 hectares de châtaigniers, de chênes et de bouleaux, on discerne quelques éminences. Je ne pouvais pas passer à côté de l'une des plus célèbres d'entre elles que les enfants de l'école de la Couarde, non sans fierté, ont appelé le Patriarche. Un nom bien mérité. Avec son long fût droit, prolongé de son houppier à 5 branches charpentières, il culmine à 30 mètres de hauteur. Sa circonférence dépasse les 5 mètres. L'ONF lui a justement décerné le titre d'arbre remarquable du département des Deux-Sèvres. À la lisière de la forêt, voici Aiglemie, où une visite singulière nous attend. Quel point commun entre ces trois images ? Facile, la ganivelle en châtaignier. Cette clôture traditionnelle, qui a traversé les siècles pour devenir un élément incontournable de notre patrimoine rural, est produite ici à l'enseigne du Piquet Couardais depuis 2005. La famille Favriou y perpétue cette tradition et produit cet équipement durable, écologique, harmonieux dans le paysage et qui participe aussi, sur le littoral atlantique, à la lutte contre le recul des dunes. Généreuse en châtaigniers, bois indigène du Poitou, la forêt de l'Ermitain toute proche est idéale pour fournir la matière première. On ne saurait trouver circuit plus court. Visite guidée avec des artisans engagés. Après une première phase d'écorçage, de fendage ou de sciage, puis d'appointage, les lames de ce jeune bois, naturellement durable et résistant, sont assemblées sur une sorte de métier à tricoter. Un opérateur veille à la régularité et à l'esthétique de la ganivelle. Une fois terminée, roulée, ligaturée, la ganivelle couardaise voyage. Aujourd'hui, la signature Favriou s'exporte en Outre-mer et en Finlande. Une belle reconnaissance. Assurant eux-mêmes la recherche et développement pour répondre aux attentes de leurs clients privés et institutionnels, ils ont enrichi leur offre et, en phase avec leur époque, font évoluer depuis plusieurs années leur savoir-faire vers une production zéro déchet dans une démarche sociale et environnementale reconnue et soutenue par la région Nouvelle-Aquitaine. Une belle réussite familiale portée par Cyril, Estelle et leur équipe.
La fin de ma randonnée passe par le sentier huguenot entre Laquarde et Beausset, au lieu du protestantisme dans ce moyen Poitou. Le patriarche déjà nommé, né sous Louis XIII, voilà plus de 400 ans, pourrait témoigner de la longue histoire des dragonnades sous Louis XIV. Imaginez, nous sommes en 1598, le roi Henri IV promulgue l'édit de Nantes, un édit de tolérance qui autorise la coexistence des protestants et catholiques et rétablit un semblant de paix entre ces communautés. En 1681, le monarque Louis XIV au pouvoir, voulant unifier son royaume selon sa devise « un roi, une foi, une loi », cherche à dominer les protestants, les huguenots, comme on les appelle alors. En Moyen Poitou, il met en place une politique de conversion des nombreux protestants à marche forcée. Commence alors le temps des dragonnades, menées par les dragons du roi, ses soldats, ses missionnaires bottés. Dans ce bocage, les redoutants, les huguenots se sauvent, se défendent. Sous la férule du cruel Marillac, l'intendant du roi en Poitou, ces dragons de la garnison de la Motte Saint-Héret notamment, usent de moyens coercitifs, violents, pour faire abjurer leur religion aux huguenots. 38 000 d'entre eux se convertiront. En 1685, fort de ce ballon d'essai, le 16 octobre, le roi révoque l'édit de Nantes. En Moyen Poitou, comme partout en France, les persécutions s'intensifient. Dès lors, pour les pasteurs, les fidèles, le choix est simple. Entrer en résistance non violente, en clandestinité, pour lutter pour la liberté, ou fuir en exil vers l'Europe du Nord. Des choix risqués de jour comme de nuit. En 1715, Louis XV arrive au pouvoir. Dans ce haut lieu de la résistance huguenote, un prédicant mottais, Berthelot, faisant office de pasteur, entre alors en résistance. Traqué, par 16 fois, il échappera aux soldats. Dès 1719, il sera actif lors des assemblées du désert, lieu de culte des Huguenots, assemblée ainsi nommée par analogie à la traversée du désert par Moïse et les Hébreux fuyant l'Égypte. En 1721, à l'Ermitain, on y dénombra 15 000 personnes à la Pentecôte. L'histoire nous enseigne que certaines se terminèrent très mal, avec blessures, captures, emprisonnement en Poitou et envoi aux galères. Le massacre du Grand Riz, près de Celles-sur-Belle, en fut l'une des plus dramatiques. Cette répression obligera le peuple des campagnes à enterrer ses morts la nuit, sur ces petits lopins de terre comme ici, celui du Villefat, en bord de sentier. Il faudra attendre 1789 et la Déclaration universelle des droits de l'homme, puis 1801 et le Concordat entre la République française et le Vatican pour voir la liberté de culte protestant se rétablir progressivement. Pour en apprendre plus sur les dragonnades en Poitou, visitez donc la maison du protestantisme à Beausset, un lieu mémoriel incontournable. Sur ces derniers kilomètres de randonnée entre bocages, étangs et chemins creux, petit détour pour voir la tale à Teurtou, autre arbre remarquable des Deux-Sèvres.
Lauréat d'un concours organisé par l'ONF en 2021, ce châtaignier avec une circonférence de 11 mètres pour 16 mètres de haut pourrait avoir 600 ans. La tale à Tortou signifie tal pour châtaignier et Tortou pour dire qu'il est à tous. Sur ma fin de parcours, dans mon champ de vision, l'abbaye royale de Celles-sur-Belle et sur la droite, ce pin, auquel un mythe lui prête d'avoir été jadis le symbole d'une maison huguenote. Une belle façon d'unir les deux communautés depuis longtemps réconciliées dans le doux pays mélois et bien au-delà.